Alors, quelle est votre spécialité? Alors, ma spécialité, c'est de travailler avant en maternité et donc dans le service des grossesses pathologiques. Je suis psychologue dans le service des grossesses pathologiques, dans le service des césariennes, en gynécologie. Tout ce qui concerne la femme et son corps, et notamment autour de la maternité. À partir de quand vous êtes arrivé à l'hypnose, vous? Alors, dès le départ, c'est lorsque j'ai été embauché, alors je suis un vieux déjà, lorsque j'ai été embauché au centre hospitalier du Belvédère, c'est près de Rouen, les médecins m'ont dit « on veut bien un psychologue, mais comment être efficace alors qu'une grossesse dure 9 mois ?» Donc ça ne pouvait pas être une prise en charge psychanalytique, ça pouvait pas. Et c'est vrai que très très vite, les femmes, par leur angoisse, un corps tendu, des contractions utérines inutiles liées au stress, etc., il a fallu rechercher les outils qui paraissaient le plus corrects et pouvant le mieux aider ces femmes. Donc on pense à la relaxation, évidemment, on pense à la sophrologie, forcément. Et très très vite, que ce soit la relaxation et la sophrologie, on arrive à l'hypnose, c'est-à-dire cette hypnose contemporaine, cette hypnose qu'on apprend aux médecins et aux sages-femmes et aux infirmières, qui est comment se centrer sur la singularité de la personne et lui montrer que cette personne a des ressources par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses, par rapport à sa douleur, et qu'elle peut elle-même, accompagnée par nous, elle peut elle-même les résoudre. À partir de quel moment on oriente, parce que forcément une grossesse, ça peut être angoissant pour la plupart des femmes, à partir de quel moment on oriente quelqu'un, une patiente, vers vous? Alors le moment de l'orientation se faisait de cette manière. De toute façon, j'étais dans le service de grossesse pathologique et la politique médicale de l'établissement, c'était de dire les femmes ont besoin du médecin, ont besoin de la sage-femme, mais ont besoin aussi d'une prise en charge psychologique. Parce qu'ils savaient que ma prise en charge ne serait pas parler de papa-maman, de leur histoire, de leurs difficultés, serait comment gérer des nausées, comment gérer des vomissements, comment gérer un utérus contractile alors qu'il aurait... C'est pas le moment qu'ils se mettent en travail, parce que l'accouchement est dans plusieurs mois. C'est cela, c'était quelle réponse je peux apporter en tant que psychologue ayant des outils psychocorporels pour gérer certaines pathologies de la femme, notamment toutes ces pathologies qui sont liées à l'angoisse, qui sont liées au stress, etc. Alors, comment on mesure le degré de réussite de sa méthode? Alors, facilement, quand on travaille à l'hôpital, c'est facile. Parce que de toute façon, ces femmes, leur contentement, leur indice de satisfaction, les résultats qu'on peut avoir quand c'est une menace d'accouchement prématuré au niveau du monitoring, donc mesurer le taux de contraction en un temps donné, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Ces femmes qui sont hospitalisées une semaine, 15 jours ou moins, de toute façon vont être vues en consultation chez nous, en consultation par la sage-femme ou par l'obstétricien. Donc de toute façon, on a véritablement des points de repère qui nous permettent de dire tiens, l'hypnose ça fonctionne, tiens, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais vous gardez à l'esprit que dans notre établissement, comme dans beaucoup d'établissements en France, l'hypnose s'ajoute aux autres approches. On ne dit pas non, cette femme-là, elle n'aura pas de médication, elle aura de l'hypnose. On lui donne tous les traitements nécessaires, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient par la parole ou qu'ils soient pharmacologiques, pour qu'elle aille mieux. Donc, il n'y a pas de recherche fondamentale. Mais on sait, parce que c'est de plus en plus utilisé, que cette approche par l'hypnose contemporaine, par l'hypnose centrée sur le soignant, permet de réduire quand même la médication, permet de réduire un certain nombre de gestes. Donc c'est quand même un bien pour et la femme, et l'équipe, et l'hôpital. Quand on est partie prenante d'une méthode, est-ce qu'on arrive à avoir du recul et quel est le... Est-ce qu'on en apprend tous les jours et comment on en apprend tous les jours? Par rapport à l'utilisation de cette méthode, de l'utilisation de l'hypnose, je dirais oui et non. Non, parce qu'on est passionné, je veux dire, et je pense que tout collègue, médecin qui a une approche particulière d'une façon d'opérer,
collègue kiné, qui apprend une technique particulière, etc. Et moi, avec mes outils, on est des passionnés, donc on dirait non, on n'a pas de recul, on veut faire partager cela. Et oui, parce que malgré tout, on est obligé de s'appuyer sur les connaissances actuelles, donc d'aller voir ce qui est écrit en littérature, malheureusement plutôt anglo-saxonne, et surtout de connaître bien toutes les recherches qui se font en neurosciences aujourd'hui, parce que les neurosciences nous aident mieux à comprendre le phénomène psychosomatique, à comprendre la relation du soignant avec le soigné, à comprendre la relation du soigné avec lui-même. Donc tout cela, on avance. Et que l'hypnose que je pratique aujourd'hui, ou que je propose par exemple en formation à des élèves médecins, sages-femmes, infirmières, c'est pas du tout l'hypnose que je pratiquais il y a 20 ans. Pas du tout. Mais là aussi, c'est dû au progrès de nos connaissances du cerveau humain. Il n'y a pas de mystère, c'est vraiment les neurosciences, même si on dit que ce qu'on apprend en neurosciences, ça peut être démoli le lendemain par d'autres recherches, ce qu'on apprend en neurosciences nous aide beaucoup à perfectionner nos outils de communication avec le patient, et notamment ces outils qui mobilisent une certaine façon de travailler avec son cerveau et son corps. Justement, qu'est-ce qui a... Donnez-moi un ou deux exemples de choses qui ont fondamentalement changé dans la manière d'enseigner l'hypnose ou de la pratiquer, par rapport à il y a 20 ans, vous disiez par exemple. Alors, de savoir comment fonctionne l'hypnose, c'est-à-dire de savoir qu'en fin de compte, c'est un état naturel, c'est qu'on partage tous, cette capacité où on peut être un peu ailleurs, un peu absent, de s'auto-observer, de s'intérioriser. C'est l'enfant rêveur à l'école, par exemple. Et en fin de compte, on se rend compte que ça correspond, l'hypnose, l'état hypnotique, ou la façon d'entrer en transe, correspond au développement cognitif d'un être humain. On sait très bien aujourd'hui que le monde des perceptions, c'est l'enfant in utero, dernier trimestre de la grossesse, encore après, évidemment après la naissance, qui sait discriminer ses perceptions, notamment au niveau gustatif, très très vite, dans la semaine qui suit sa naissance, le salé, le sucré, etc. Et à partir de l'apprentissage du langage, on sait que l'enfant va avoir un mode de fonctionnement avec les images, l'imagination, disons entre 18 mois et 24 mois. Et ça, c'est intéressant, commence pour l'enfant, donc pour l'être humain, la compréhension du monde extérieur en faisant des mises en scène dans son cerveau. Et seule l'imagination à ce moment-là permet cela. Et l'enfant, par exemple, en grandissant, il y a le comme si. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Je serai pompier, je serai chocolatier, je serai... Et le comme si est très 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 important dans la découverte de l'enfant, de son monde environnant et dans la manipulation qu'il va faire de son environnement. Et ensuite, vers 7-8 ans, l'âge de raison, comme on dit, vers 7-8 ans va se développer le raisonnement et la logique, le deuxième mode de fonctionnement d'un être humain. C'est-à-dire que vous et moi, en tant qu'adultes, quand on va à peu près bien, on fonctionne à la fois avec notre imagination et avec le raisonnement et la logique. Seulement, l'hypnose va contourner le raisonnement et la logique pour travailler qu'avec l'imagination. Et c'est l'imagination qui va entraîner des changements neuro-psycho-biochimiques, physiologiques. Et c'est ça qui est intéressant. Alors que le raisonnement est insuffisant pour permettre un changement neurophysiologique. C'est pour ça qu'on dit à nos collègues médecins, quand ils proposent un diagnostic, quand ils proposent un traitement, ils vont expliquer cela aux patients, c'est au niveau du raisonnement. Le raisonnement peut suffire, mais très très souvent, quand le patient est dans l'anxiété, etc., il va être obligé d'aborder le patient en mobilisant l'imagination du patient, en le poussant à voir les progrès qu'il va faire avec le traitement, qu'il soit hypnotique ou qu'il soit pharmacologique, et à se voir beaucoup mieux, par exemple, guéri. Et donc c'est tout cela qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire ce double fonctionnement de la conscience humaine, qui se fait presque simultanément, avec quelques centièmes de seconde d'avance peut-être, pour l'imagination, la recherche de Damasio, neurosciences. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que il y a 20 ans, vous travailliez en hypnose peut-être plus sur le raisonnement,
Et maintenant, vous êtes carrément passé Non, complètement. non, alors non, il y a 20 ans, on raisonnait plus, on a des inductions longues, on va pousser le patient à réaliser nos suggestions, etc. Puis c'était du blabla, du blabla. Il y avait des résultats, hein, non. Mais alors qu'aujourd'hui, on ne dit pas ça. Non, non. Si on part de la réalité du patient, la réalité du patient, si on parle de son virtuel morbide, c'est-à-dire une femme qui a une menace d'accouchement prématuré, par exemple, elle a peur d'accoucher. Et c'est cette peur d'accoucher qui va entraîner des contractions utérines. Et comme elle veut que ces contractions utérines s'arrêtent, elle augmente son angoisse. Donc, c'est un cercle infernal. Mais si on dit, vous avez raison d'avoir peur, c'est pas toujours simple, une grossesse, etc. Et je peux vous apprendre des moyens de vous aider à contrôler les contractions utérines, à réduire la peur, ça change tout. Et ces moyens, c'est, on va interroger la femme, c'est-à-dire, on va partir de son hypnose morbide. Hein, cette peur d'accoucher entraîne des conséquences neurophysiologiques, biochimiques. Et petit à petit, nous, parce qu'on a légitimé cette femme qui est sur ce registre morbide, on va pouvoir l'entraîner à aller vers un monde beaucoup plus confortable. Et elle reprend le contrôle et de ses angoisses et de son corps. Et c'est l'objectif. Tandis qu'autrefois, on était... Ok, la femme est angoissée, elle a des contractions utérines, on va la pousser à faire une induction que moi j'ai choisie pour elle, et forcément, en prenant mes inductions, elle aura moins de contractions utérines. Les résultats n'étaient pas forcément très bons. C'est bien parce que maintenant on considère que la personne, dans son angoisse, est prisonnière de son imagination, de fausses croyances, etc., qu'on peut l'amener à reprendre le contrôle et de son esprit et de son corps. Et rapidement. Hein. Plus globalement, est-ce que tout le travail de l'hypnose consiste, on peut dire que consiste à reprendre le contrôle de son cerveau? Oui, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire, reprendre le contrôle, comment on pourrait dire, on va utiliser son cerveau pour reprendre le contrôle de mauvaises images, pour reprendre le contrôle d'images morbides, de croyances négatives, etc. Par exemple, on se rend compte d'une chose, puisqu'on parle aussi de la maternité, le reparentage. Qu'est-ce que le reparentage? C'est une maman qui a été maltraitée ou abandonnée. Autrefois, on aurait, pauvre madame, etc., puis on l'aurait recentrée, pourquoi, parents maltraitants, genre de trucs comme ça. Aujourd'hui, en hypnose, on va plutôt l'aider à retrouver des parents de substitution, parce que si un parent est incompétent, peut-être qu'il y avait une voisine de charmante, une nourrice qui a apporté beaucoup à cette jeune femme, et c'est bien l'apport de cette nourrice qui va lui permettre, elle, enceinte, de pouvoir être tendre avec le bébé qu'elle va avoir. Autrefois, on aurait travaillé sur le désert, il n'y a rien. Aujourd'hui, on sait que dans le désert, il y a des petits oasis. Et c'est avec l'hypnose, en utilisant la mémoire émotionnelle et l'hypnose, les souvenirs, qu'on va permettre à cette femme de se situer en future maman suffisamment bonne à la Winnicott, comme le disait Winnicott, mais en prenant effectivement référence avec des relations qu'elle avait eues avec d'autres personnes qui, elles, auraient mérité le titre de parent. Faire la distinction entre le géniteur, ça se trouve, mais le parent, c'est celui qui donne de l'amour, disait Marcel Pagnol. Hein ?